Donc, on va parler ensemble d'un problème qui vous touche directement, mais qui nous touche indirectement, puisque nous, on a pour habitude de combattre la négrophobie sous ses différentes formes. Et même si on ne verra pas directement le lien vous concernant, je tiens à dire que votre histoire nous a particulièrement sensibilisés parce que justement, elle ne correspond pas à, comment dire, elle n'appelle pas directement à être vigilant, mais que moi, elle m'a rappelé tout de suite quelque chose quand vous me l'avez raconté rapidement. Ça m'a rappelé cette expression de nègre littéraire. Et sachant que pour nous, cette expression renvoie à quelque chose de profondément négrophobe, viscéralement négrophobe, puisque le nègre littéraire, en tout cas l'expression qui est une expression académique de l'Académie française, qui est dans les dictionnaires, etc., et que le monde blanc aime utiliser pour désigner un écrivain fantôme, eh ben, cette expression fige dans l'inconscient collectif, qu'il soit français, blanc ou dans l'inconscient collectif international, l'idée que le noir est fait pour travailler dans l'ombre et que le blanc exploite son travail de manière à en tirer toute la gloire, le mérite, l'argent, la récompense et la lumière. Et ça rappelle étonnamment l'épisode dramatique, l'épisode négrocidaire de l'esclavage que nous nommons l'esclavage négrier occidentalo-chrétien, puisque c'est le premier esclavage à avoir été pratiqué, à avoir conçu sur le levier de la race, et notamment de la race noire. Donc voilà, et votre histoire, pour moi, elle a un lien avec la négrophobie quelque part, et vous allez bien la raconter, parce que on a tellement une image négative du noir, due à la propagande, due à comment dire, l'aliénation que nous fait subir la colonisation, qui envoie une image extrêmement négative de l'enfant, la femme et l'homme noir, qu'on ne peut pas imaginer que le noir ait pu inventer quoi que ce soit, qu'on ne peut pas imaginer que le noir soit porteur ne serait-ce que de civilisation, de culture et de tout ce qui s'ensuit. Le noir rime forcément avec sauvagerie, méchanceté, diablerie et tout ça. On ne peut pas l'associer à Dieu. Et je dis ça parce que vous allez nous parler d'une forte présomption, d'une forte suspicion que vous avez concernant un ouvrage que vous avez écrit plusieurs fois et que vous avez adressé à des institutions d'édition, à des maisons d'édition de livres, dont vous allez nous parler parce que je ne connais pas beaucoup ce monde et on n'est pas spécialisé dans ce monde. Mais voilà, il y a beaucoup de... On n'est pas dans l'accusation formelle et dans l'affirmation comment dire, dans une condamnation affirmative, etc. Mais on est là pour soulever quand même des faits qui sont extrêmement troublants, qui laissent penser qu'il est... En tout cas, il y a des similitudes que vous allez nous exposer concernant un ouvrage que vous avez écrit auparavant et que vous avez en plus édité, et qui semble, en tout cas, qui amène beaucoup de similitudes avec un autre ouvrage très connu, d'un auteur à succès, dont personne ne pourrait imaginer qu'il ait pu s'inspirer d'un écrivain noir. Et c'est de ça qu'on va parler, et on va essayer de faire remonter cette affaire, en sachant que vous l'avez déjà, comment dire, signalé à des médias, voire à l'appareil judiciaire aussi français, et que tout le monde a l'air d'en avoir rien à faire, parce qu'effectivement, il semble qu'il y ait des maisons d'édition, des médias qui soient intouchables, et des personnalités, de par leur succès, qui soient tout autant intouchables. Et nous, on dit que peut-être qu'il n'y a pas ce qu'on appelle communément plagiat, ou en tout cas reprise d'une idée de votre livre qui a été reformulée autrement, mais qui reste la même idée dans son tronc commun. Peut-être qu'il n'y a pas ça, mais qu'on ne peut pas écarter le fait que ça puisse être le cas. Et ce n'est pas parce que vous êtes noir qu'il n'est pas possible que quelqu'un puisse s'inspirer de quelque chose que vous avez fait auparavant. Et c'est cette idée-là qui, pour nous, est profondément négrophobe, sans péché d'envisager que quelqu'un ait pu puiser dans la créativité, la création d'un autre, et notamment d'un noir.
Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler tranquillement. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Franco. L'introduction a été bonne. Exactement, c'était comme ça. Voilà que je reviens justement directement au but. Alors moi, j'ai écrit, j'ai imaginé, c'était en 2005. En 2005, à l'époque, j'étais en vacances en Afrique. On parlait du problème de banlieue à l'époque, à l'époque, l'ancien président français, président français, il dit que bon, ces enfants-là, c'est des enfants de racailles, des trucs comme ça. Et je me suis dit, à l'époque, pourquoi on n'a pas inventé un président musulman en France et qui est noir, qui vient de l'Afrique? Oh, du coup, j'ai commencé à écrire le manuscrit au Sénégal à l'époque quand j'étais là-bas. J'ai dit que je vais faire en 3 parties. Donc je vais commencer d'abord, comme on parle des enfants émigrés de racailles ou bien des émigrés clandestins. Donc moi j'ai dit que je vais envoyer en France un professeur de français qui va passer par les pirogues clandestinement. Il va venir en France, il va devenir d'abord un président. Enfin, il va d'abord se naturaliser français d'abord. Ensuite, il va devenir président du Sénat. Et après, il va remplacer le président titulaire qui va décéder par maladie. Il va devenir président par intérim. Et c'est un musulman, il s'appelle Mohamed. Deuxième partie, j'ai dit donc, ce président musulman intérimaire, qui s'appelle Mohamed, il va, organiser des élections anticipées. Et du coup, il va élire un président qui va devenir célibataire aussi. Donc, deuxième partie, il est intitulé un célibataire à l'Élysée. La troisième partie, je me suis dit que du moment que ce président célibataire qui est élu démocratiquement par les élections anticipées, et ce dernier va avoir des problèmes de crise mondiale. Et finalement, il va démissionner et on va organiser encore une autre élection anticipée. Et c'est Mohamed musulman qui était intérimaire avant, il va devenir titulaire après. Donc il va devenir un président titulaire. Donc la troisième partie, je l'ai appelée un musulman à l'Élysée. Alors c'est cette partie-là qui n'était pas publiée très tôt. Mais les 2 parties ont été publiées très tôt. La première partie a été publiée en 2008. Elle est là, la première partie. Elle a été publiée en 2008 et je l'ai appelée Un noir à l'Élysée. Comme c'est écrit, oui, on voit. Vous voyez? Donc ça c'est la première partie, ça c'est la première édition. La deuxième partie, elle a eu un peu de temps pour être éditée. Mais je l'ai éditée finalement en 2011. Et voilà la deuxième partie que je l'ai appelée Un célibataire à l'Élysée, c'est la première édition. Elle a été éditée en 2011. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est la première partie. Ça, c'est la deuxième édition. Vous voyez qui est là. Donc, la troisième partie, je l'ai publiée finalement en 2011, et qu'en 2015 du moins, tardivement. Donc, c'est cette partie-là qui a eu des problèmes. Cette partie, en premier temps, je l'ai déposée aux éditions Gallimard. Vous savez très bien que les éditions Gallimard et les éditions Flammarion, ce sont des 2 éditions de la même maison. Vous voyez? Donc c'est la même maison d'édition. L'autre a été acheté par l'autre. Vous voyez? Donc en 2013, étant donné que j'ai le manuscrit avec moi, la troisième partie, je n'ai pas encore édité, j'ai travaillé sur tout le titre. Étant donné qu'on parlait de, de barbelés, des clandestins, des trucs comme ça, j'ai dit, ben, tiens, étant donné que Mohamed, il était un professeur clandestin, il va venir en France, donc je vais intituler La chute de Barbelés. Alors, chute de Barbelés, je l'ai édité, je l'ai donné, du moins ça, je ne l'ai pas édité, je l'ai donné à Gallimard en 2013. L'édition Gallimard m'a répondu en 2013 en me disant qu'il rejette le bouquin. Mais à ce moment-là, ça s'appelle La chute de Barbelés. Voilà. La chute de Barbelés a été donnée aux éditions Gallimard en 2013. Vous voyez? Ok. Alors, cette partie, quand elle a été rejetée, je l'ai récupéré, le manuscrit. Vous voyez? Et je l'ai retravaillé encore. Quand je l'ai retravaillé, j'ai dit maintenant, je donne un titre définitif. Et je l'ai appelé Un musulman à l'Élysée. Alors, ce musulman à l'Élysée, je l'ai déposé en 2014.
mois de mai 2014 que je l'ai envoyé aux éditions Gallimard par lettre recommandée. Cette maison d'édition m'a rejeté par mail, pas par courrier normal, postal, mais par mail. Le mail, elle est là, le justificatif du mail. Vous voyez? Donc, ils m'ont répondu comme quoi que le bouquin a été rejeté. J'ai rien dit. Vous voyez? C'est suite à ma demande, que j'ai demandé où est-ce que vous en êtes avec mon manuscrit que j'avais déposé auprès de vous. Ils m'ont répondu par mail. Voilà le mail qui est là. Alors, quand ça a été rejeté, juste, c'était en 2014. Et vers la fin de 2014, on parle déjà d'un bouquin qui va sortir. Ce bouquin va sortir en janvier 2015. Le 7 janvier 2015, le bouquin doit être sorti définitivement au marché. Et du coup, on parle de ça. Quand vous dites au marché, vous voulez dire sur le marché de l'édition. De l'édition, voilà. Une sortie nationale. Voilà. La sortie nationale de ce bouquin-là doit sortir en janvier 2015. Et on parle déjà, on fait déjà la promotion au niveau des médias. Et au niveau... Excusez-moi de vous couper. Vous, c'est à quel moment que vous envoyez ça à Flammarion, même si on le verra sur le document. Vous, c'est en 2013 ou 2014 que... Flammarion, je l'ai envoyé le document, le manuscrit en 2014, au début 2014. Voilà, très bien. Et donc, c'est janvier 2015. Maintenant, on fait du tapage. Du tapage médiatique, la sortie nationale du bouquin. Pour annoncer la sortie nationale d'un livre dont on n'a pas encore le titre, mais dont vous allez nous parler. Voilà. On y vient petit à petit. Voilà. Donc, ce bouquin-là a été... Quand j'ai entendu, on parle de tapage médiatique de ce livre au niveau des médias, j'entends un président musulman en France. Je dis, attends, cette idée-là, mais c'est moi. C'est de moi cette idée-là que j'avais pensé depuis longtemps. Et j'en vois un certain, comment ça s'appelle, un auteur très connu en France, et qui parlait de ça. J'ai dit, oh, ça c'est mon idée ça. Et du coup, la sortie du livre, soyez acheter le bouquin. Juste si je peux vous couper, c'est savoir si, quand vous entendez parler de ce livre, quand il y a ce tapage médiatique, cette publicité qui est faite autour de ce livre, est-ce que le titre est déjà annoncé ou est-ce qu'on parle juste du thème, de la thématique du livre? Déjà, le titre est déjà annoncé. Et donc le titre, c'est à ce moment-là? En ce moment, le titre c'était Soumission. Soumission. Et là, je dit, mais attends, ça c'est mon bouquin encore. Mais le Soumission, je l'ai déjà fait moi. Oui. Parce que mon premier titre de ce livre-là, à l'époque quand je commence à écrire, parce que quand je commence à écrire, je mets d'abord un titre, je travaille avec ce titre-là. C'était Soumission. Et à l'époque, ma femme me dit, si tu mets ce titre dans ton bouquin, c'est foutu pour toi. Enlève ce titre-là. J'ai dit, non, d'accord, mais je vais travailler avec jusqu'à la fin. Et je n'ai pas pris ce titre finalement. Alors quand j'ai entendu Soumission, j'ai dit, ça c'est à moi ça. Ça c'est mon idée qui a été volée ça. Vous voyez? Et du coup, j'ai dit, mais non, c'est pas vrai. On a volé mon idée. C'est moi le premier, ici, en France, qui a imaginé un président musulman en France. D'accord. Alors, pour aller dans l'ordre, quand on entend le titre Soumission, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, quand il faisait la publicité du livre, il disait que le livre allait parler de quoi pour que ça vous dise, pour que vous disiez d'un coup, mais ça ressemble à mon idée. Ce n'est pas le simple titre Soumission qui peut vous amener à vous dire, ça ressemble à mon idée, parce que soumission, ça peut être toute forme de soumission. Tout à fait. Donc, la publicité parlait de quoi? Quand vous l'avez entendu, le tapage médiatique qui parlait de la sortie nationale de ce livre, parlait de quoi? Alors, en termes de thématique? Thématiquement, on parlait de musulmans. D'un musulman qui va devenir président et va faire des élections, des trucs comme ça. J'ai dit, mais j'ai fait la même chose moi aussi. D'accord. Et du coup, j'ai dit, mais attendez, un professeur français, universitaire, qui va devenir président, c'est un musulman, et on racontait vraiment son cursus universitaire et son parcours électoral et politique du moins. J'ai dit, mais c'est la même chose que j'ai écrit. Et je me dis, tiens, il faut que je fasse quelque chose, moi. Mais non, c'est pas vrai, ça c'est à moi, ça, ce bouquin-là. Ça, c'est mon idée, ça, c'est mon truc. Alors, j'ai dit qu'il faut que je cherche le bouquin à la sortie. Je vais l'acheter, voir. Est-ce qu'il y a, la même chose? Est-ce que c'est la même chose d'abord? Alors, j'ai acheté ce bouquin en 2015, 17 janvier 2015. J'ai regardé. Dès que j'ai ouvert le bouquin, j'ai vu une chose qui m'a intrigué davantage, l'agencement du bouquin, le commencement du bouquin. D'abord, dans un premier temps. La manière dont il est ordonné, organisé, d'abord, l'agencement. On va dire le squelette du livre, l'organisation et tout ce qui s'ensuit. Quand j'ai vu
le commencement du bouquin, j'ai dit, mais attendez, mais j'ai fait la même chose. J'ai vu d'abord mon bouquin à moi, je commence d'abord par un poème. Tout mon bouquin, je commence par un poème d'abord. Ensuite, j'ai fait le récit après. Le récit, ce récit-là que j'ai fait un rappel d'histoire. Et dans ce bouquin aussi, pareil. Alors, moi, le commencement de mon bouquin, il est là. Vous voyez, je commence par un poème. Vous voyez? Ensuite, quand je commence par un poème, vous voyez? Et lui aussi, quand je regarde son bouquin, il a commencé par un poème avec une citation, une longue citation. Il est en bas que j'ai souligné. Une longue citation. Il est là. Alors j'ai dit, ok, je continue à suivre, à regarder. Et du coup, je vois énormément de similitudes. Ce qui m'a beaucoup intrigué quand j'ai vu ces similitudes-là, c'est que dès que j'ai vu que le nom de Mohamed, j'ai dit, mais attends, mon livre, il y a Mohamed dedans. Il s'appelle Mohamed Yaté, un président, mais noir. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, il y a un problème. Donc ce bouquin-là, il me semble que c'est l'inspiration de moi. Et du coup, j'ai commencé à noter les similitudes au niveau de mon bouquin et de son bouquin. Soumission et un musulman à l'Élysée. Et j'en ai tellement listé beaucoup. Je ne peux pas tout dire ici. Vous voyez, j'ai pris quelques-uns. Alors, ce bouquin-là, quand j'ai vu, d'abord, dans un premier temps, j'ai vu dans mon livre que j'ai intitulé Un musulman à l'Élysée, à la page 11 et 15, j'ai dit, en France, le nouveau président de la République était Mohamed Yaté, originaire du Sénégal. Et dans Soumission, à la page 51, 163, 186 et 198, le futur président de la République s'appelle Mohamed Ben Abbas, qui va annoncer la création de la fraternité musulmane. Et là, je me suis dit, mais Mohamed, moi, mon livre, il y a Mohamed, son livre, il y a Mohamed, mais il est arabe, mais mon livre, il est noir, le président. Alors je me suis dit donc, étant donné que la femme du président, Mohamed Yaté, mon président Mohamed, elle est tunisienne, alors, dans son livre de soumission, au lieu de prendre un noir, qui n'est pas, comment dirais-je, donc lui, il a préféré de réécrire ce Mohamed en notant comme arabe. Et l'arabe, au lieu de prendre un Marocain ou bien un Algérien, il a préféré de transformer l'épouse que j'avais dans mon bouquin, qui est tunisienne, de faire ça Mohamed Ben Abbas, tunisienne d'origine. D'accord, donc c'est-à-dire que la similitude que vous voyez, c'est que vous aviez fait que le président musulman, mais noir sénégalais, avait une épouse qui était, elle, tunisienne. Tunisienne. Si je comprends bien. Et vous voyez qu'effectivement, la coïncidence, qui n'est pas une accusation, mais c'est quand même une coïncidence étrange que de voir que vous aviez appelé le président de la République française musulman Mohamed, et que celui-ci s'appelle Mohamed, et qu'effectivement, il est la Tunisien comme la femme de Mohamed sénégalais qui était dans votre manuscrit. Donc voilà, ce que on note aussi, parce que vous m'aviez parlé de cela, c'est qu'effectivement, ce Mohamed-là n'est pas sénégalais comme dans votre manuscrit, mais c'est vrai que moi, ça m'avait tout de suite fait penser à l'idée que, effectivement, vu la tendance de peur qui entoure l'islam, le côté fantasmatique, etc., c'est beaucoup plus vendeur de transformer ce Mohamed sénégalais en un Mohamed arabe. Et je dirais que, et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est que le coup de force de ce remodelage de votre idée, si c'est le cas, le coup de force, c'est d'avoir surfé sur les peurs, comment dire, ce tapage propagandiste qui fait de l'islam, mais surtout de l'arabe musulman, l'objet, l'aimant de toutes les peurs, en imaginant toute la répulsion que peut provoquer l'idée d'un président musulman à l'Élysée, et d'autant plus arabe, qui provoquera encore peut-être, au vu de l'actualité, de cette actualité ultra négative autour de l'islam, qu'on confond avec l'islamisme, avec plein de choses, etc., avec le terrorisme aussi,
eh ben, effectivement, ça provoquera plein de peurs. Et que, effectivement, avoir transformé votre président musulman, mais sénégalais, en président musulman, mais arabe, effectivement, ça génère inconsciemment, comme la publicité le fait, ça réveille inconsciemment un tas de choses qui peuvent emmener à l'intéressement, à un intéressement beaucoup plus grand et peut-être même malsain. Ce qui est plus marquant dans ce bouquin-là, c'est que le titre du bouquin. Alors, je parlais soumission dans mon bouquin. À la page 123 dans mon bouquin, je parle d'une idée de soumission totale. Quand je parle de fond preuve d'une soumission totale. Alors, même idée a été traitée dans le bouquin de soumission. Quand j'ai vu dans le bouquin de soumission, l'idée, ça a été quoi? L'idée renversante. Alors, ça a été écrit aussi, le sommet du bonheur humain réside dans la soumission la plus absolue. Ça, c'est dans la soumission la plus absolue. Ça a été écrit par soumission, dans le bouquin de soumission. Donc, j'ai la soumission plus absolue et moi, j'ai écrit font preuve d'une soumission totale. Donc, d'où soumission deviendra le titre du roman de M. Houellebecq. D'accord, parce que là maintenant vous dévoilez le nom, effectivement vous parlez là d'une synonymie, c'est-à-dire que s'il n'y a pas dans cette espèce de coïncidence, on va appeler ça des coïncidences relevées, on voit que si textuellement les choses ne sont pas écrites de la même manière, il y a une quasi parfaite, pour ne pas dire une parfaite synonymie de soumission totale, on parle de soumission absolue. Voilà, on saura que c'est des manières différentes de dire la même chose. Voilà, c'est une manière d'écrire. On retrouve un peu l'univers, même s'il est désordonné, on retrouve les mêmes arômes. Voilà, très bien, exactement. D'accord. Les mêmes arômes, les mêmes épices qui finissent par produire la même sauce. Quoi, voilà. Mais inversé. La similitude encore que j'ai soulevée, on parle, comment dirais-je, de l'humanisme. Vous voyez? Je parle de l'humanisme dans mon roman. À la page 14 et 15, j'ai dit l'humanisme remporte la victoire sur le racisme. Lui, il a écrit l'humanisme athée, sur lequel repose le vivre ensemble laïque, est donc condamné à brève échéance. C'est à la page 70. Et moi, j'ai écrit la deuxième phrase. La discrimination était totalement bannie du quotidien des citoyens. L'humanisme remporte la victoire sur le racisme. J'ai l'intime conviction que ma phrase a été, que j'avais écrite là, a été renversée d'une autre manière, à sa façon. J'ai remarqué aussi dans mon bouquin à la page 25, 26 et 32, je parle du problème de l'égalité. Hein? L'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi de suite. Alors, j'ai écrit ceci. Notre égalité est déjà attestée par l'origine de l'humanité, puisque nous descendons tous d'Adam. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Vous voyez, à la page 25, 26 et 32. Vous voyez? Et lui, qu'est-ce qu'il va écrire plus tard? Il va dire, établissant l'égalité de principe de tous les hommes devant leur Créateur, mais mis fin à toute forme de discrimination raciale dans le pays qu'il donnait. Vous voyez, le mot discrimination raciale est sorti ici. Et je l'avais écrit de l'autre côté, la discrimination était totalement bannie du quotidien des citoyens. L'homme et que l'humanisme remportait la victoire sur le racisme. Vous voyez, donc il y a énormément de similitudes comme ça que j'ai relevées dans ce bouquin-là. Que nous appellerons ici des coïncidences. Enfin, voilà, de coïncidences. Voilà. Qui nous troublent et qui vont même nous empêcher de dormir. Voilà. Donc, elles sont énormes. Voilà. Et j'ai parlé de patriarcat, de phénomène patriarcal. Le phénomène patriarcal, on en a beaucoup parlé dans ce mission. Alors, j'ai parlé du problème de la culture patriarcale dans mon livre, à la page 99. Vous me voyez, à la page 89 jusqu'à la page 102. Alors, j'avais dit dans mon roman, à la page 89 jusqu'à la page 102, tu vois comment les femmes souffrent aujourd'hui pour être au sommet. Franchement, la politique est vraiment ancrée dans la culture patriarcale. Vous voyez? Et lui, la même chose. La coïncidence que j'ai remarquée, il a écrit ceci, dès le début, dans cette mission à la page 41, tu es pour le retour au patriarcat, c'est ça?
Voilà son écriture, son idée qu'il a déjà commencé déjà. Il a dit quoi? Dans la page 81. Et lui, il répond, enfin, il a écrit ainsi, tu es pour le retour au patriarcat, c'est ça? Ensuite, il continue, je ne suis pour rien du tout, tu le sais bien, mais le patriarcat avait le mérite minimum d'exister. Enfin, vous voyez? Enfin, je veux dire, en tant que système social. En tant que système social, hein, il persévérait dans son être. Il y a des familles avec des enfants qui reproduisaient en gros le même schéma. Bref, ça tournait là, il n'y a plus assez d'enfants, donc c'est plié. Alors que je parle la même chose. Tu vois comment les femmes souffrent aujourd'hui pour être au sommet. Franchement, la politique est vraiment ancrée dans la culture patriarcale. Aujourd'hui, les féministes sont considérés comme l'hystérique. Coïncidence ou pas? Voilà cette coïncidence. Et je parlais aussi de machisme dans mon roman. Très bien. De machisme. Et lui aussi, il en a parlé aussi de machisme dans un roman. Quand je dis que sincèrement, dans mon roman, à la même page de 99 à 102, j'ai dit sincèrement, il existe un machisme évident vis-à-vis des femmes politiques. Et lui, dans son roman, à la même page 41, oui, il répond, oui, en théorie, tu es macho. Vous voyez? Oui, en théorie, tu es macho. Voilà, il a mis en dialogue cette idée-là. Moi, j'avais mis, c'est un dialogue aussi. C'est un dialogue, moi aussi. Je suis en dialogue. Vous voyez, ici, il y a un dialogue dans mon roman. Parce que, voilà, c'est un dialogue aussi. Et lui aussi, il reprend un dialogue. Vous voyez? Donc, j'ai dit sincèrement, il existe un machisme évident vis-à-vis des femmes. Et lui, dans un dialogue, il dit, oui, en théorie, tu es macho. Vous voyez la coïncidence. Donc, vous voyez très bien cette coïncidence. Voilà. Le plus frappant encore que j'ai remarqué dans mon roman, en termes de coïncidence, que j'ai remarqué dans mon roman, en termes de coïncidence, je parlais à l'époque l'Union pour la Méditerranée, UMP. Vous vous rappelez de ça? De ce thème-là, j'en ai parlé. L'Union de la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée que un ancien président français avait proposé aux Africains et aux Méditerranéens de s'unir pour y former un groupe qui s'appelle l'Union pour la Méditerranée, UMP. Alors, j'en ai mis dans mon roman, j'ai dit, la carte de à la page, c'est trop long, c'est à la page 167, 169, 170, 185, 213. Il est question de l'union des pays. Alors, j'avais mis dans mon roman la carte de la création de l'UMP, Union pour la Méditerranée. Il fallait à tout prix couper l'Afrique du Nord du reste de l'Afrique. Vous voyez? Ensuite, plus loin, j'ai mis Tunisie, l'Égypte, la Libye, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Alors, je vois, coïncidence que j'ai remarqué dans le bouquin de soumission, il est écrit ainsi, comme l'Union pour la Méditerranée. Vous voyez, vous m'écoutez, à la page 157, 158, 289, comme l'Union pour la Méditerranée. Et lui aussi, il va parler de la Tunisie. Il met certainement la Tunisie, le Maroc, ensuite la Tunisie et l'Algérie, l'Égypte, la Libye. Alors j'en ai parlé moi aussi, Tunisie, Égypte, Libye, l'Algérie, le Maroc. Vous voyez, vraiment cette coïncidence-là. Bon, dernière coïncidence que je vais vous dire, je parle de Charles Martel. Très bien. Charles Martel. J'ai dit dans mon roman à la page 244 et 245, l'idée de l'islamisation de la France. Jusqu'à la victoire de Charles Martel est décrite comme ça. J'ai dit, en revanche, la question se posait dès lors qu'il s'agit de pratiques relation à l'islam. Les lois sur le port de signes religieux ou sur le port d'un voile intégral ou masquant le visage s'adressèrent-elles à d'autres vêtements que ceux que portèrent des personnes se réclamèrent de l'islam? N'est-il pas inquiétant que lois et les institutions s'ajustaient à des comportements particuliers en les faisant basculer dans l'illégalité? Il semblerait que la laïcité défendue par les politiques interdisait en particulier d'exprimer une islamité trop visible, tout musulman exprimant sa foi de manière explicite étant perçu comme le cheval de Troie de l'islamisation du pays du valeureux Charles Martel. Et lui, dans le constat que j'ai remarqué, il est écrit à la page 148, l'idée de Charles Martel, très ancien est son nom de Martel. Ne lui a pas été donné par hasard. Tout le monde sait que Charles Martel a battu les Arabes à Poitiers
en 732, donnant un coup d'arrêt à l'expansion musulmane vers le nord. Très bien. Effectivement, c'est un certain nombre de coïncidences qui se superposent et qui amènent à se poser un certain nombre de questions. Moi, ce que je dirais là, sans trop influencer les gens, bien que j'imagine qu'ils devinent que si on s'intéresse à votre affaire, c'est pas pour rien. C'est déjà qu'effectivement, remarquer de telles coïncidences, c'est pas donné à tout le monde, si ce n'est à une personne qui a écrit avec ses tripes un ouvrage qui semble ressembler à celui d'un auteur à succès tel que M. Houellebecq. Et effectivement, coïncidence étrange, c'est que vous l'avez rappelé au début et les gens n'ont peut-être pas fait attention à cela, c'est que vous avez adressé vos manuscrits successifs, après les avoir d'abord écrits puis réécrits, aux éditions Flammarion Gallimard, qui sont en fait la même édition. Les mêmes, bon, pour des raisons que ceux qui ne sont pas familiers du monde de l'édition ne connaîtront pas, mais ils n'ont qu'à se renseigner en tapant sur Google et ils verront que c'est la même édition. C'est la même maison en quelque sorte. Maintenant, pouvez-vous nous dire, parce que ça n'a pas encore été dit, et que même si on adore le suspense, il faut peut-être qu'à un moment les gens sachent, de quelle maison d'édition est issu l'auteur à succès appelé M. Houellebecq? Alors, la coïncidence que j'ai remarquée encore, cette fois-ci, c'est encore vraiment flagrante. C'était quoi? J'ai déposé mon manuscrit aux éditions Flammarion, moi aussi. 2014 que j'ai déposé mon manuscrit. Et la constance que j'ai remarquée, c'est cette même édition qui va publier l'œuvre de Houellebecq, Soumission. Flammarion va publier les éditions, le bouquin Soumission dans son œuvre. Donc j'ai dit, donc il y a un problème. Il y a un problème. Moi j'ai déposé mon manuscrit musulman à l'Élysée chez Flammarion, qui a été rejeté. Et je vois aussi Soumission qui a les mêmes coïncidences que j'ai remarquées dans mon livre, qui a été publié par Flammarion. J'ai dit, mais il y a un problème, c'est bizarre. C'est bizarre. Et quand j'ai fouillé à l'intérieur, je vois énormément de coïncidences. J'ai dit, mais tiens, j'ai dit qu'il me semble que, franchement, il y a quelqu'un qui a communiqué mon manuscrit à M. Houellebecq et qui pourrait peut-être s'inspirer dessus, peut-être encore prendre mon idée qui était un président musulman en France et qui était professeur aussi. Moi aussi, mon président était professeur aussi également. Donc, j'ai remarqué cette coïncidence totale que Flammarion m'a rejeté, mon manuscrit, et il a publié les coïncidences que j'ai remarquées, le manuscrit que j'ai et celle de Soumission, il a publié Soumission. Donc, j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous remarquez qu'en fait, vous transmettez votre manuscrit à la maison Flammarion en espérant qu'il soit édité, vous êtes rejeté ou retoqué, et que bizarrement, vous êtes retoqué parce qu'en fait ça ne plaît pas et ça a le droit de ne pas plaire, et que bizarrement une idée qui ressemble étrangement à la vôtre est éditée peu de temps après. Voilà. Ça invite à se poser des questions, pas qu'à nous, même aux personnes qui écouteront ce message, tout le monde devrait être amené à se poser la question. Et là effectivement, on a un auteur à succès qui est Michel Houellebecq, qui est l'auteur donc de cet ouvrage Soumission, qui connaît un succès assez retentissant. Et je le répéterai jamais assez, que moi, quand vous m'avez raconté cette histoire, au-delà de la question où vous êtes d'emblée, si je puis dire, discrédité, c'est-à-dire, je le dis, ça n'engage que moi, mais on sait que d'une manière générale, du point de vue des stéréotypes qui sont largement martelés, etc., on ne peut pas imaginer qu'un noir puisse être le porteur de grandes idées, comme un noir puisse être un inventeur, ou que des sociétés appartenant ou incluant ou hébergeant des noirs puissent être génératrices de civilisation, etc. Donc on est toujours dans la même spirale. C'est en cela qu'on dit qu'il faudrait que les gens sortent de cette subjectivité-là et essayent de voir si objectivement il n'est pas possible qu'un auteur à succès comme M. Houellebecq puisse parfois être à court d'inspiration et aller puiser son inspiration dans le ventre d'autrui. Et si c'est le cas, et nous disons bien si et seulement si c'est le cas,
eh ben, il faut que justice soit rendue. Et voilà, l'idée, c'est surtout de ne pas écarter cette hypothèse. On peut se dire, après avoir étudié cet état de fait, que non, ce n'est pas le cas, mais on ne peut pas se le dire d'emblée, juste parce que vous êtes un auteur noir et qu'on n'a jamais connu d'auteur noir à succès. Exactement, ce que j'ai remarqué davantage dans cette affaire, ce que j'ai remarqué, c'est que l'idée a été de moi depuis très longtemps. L'idée a été pensée depuis 2005. Ce président musulman en France a été, semble-t-il, repris par quelqu'un d'autre, vous voyez, et qui est devenu un succès. Alors que l'idée principale vient d'une autre personne qui est moi au noir. Et je ne comprends pas. Je sais que vous m'aviez aussi parlé d'une chose, c'est que vous aviez essayé d'amener cette affaire en justice, mais que vous aviez commis l'erreur à cause de cette communication très répandue autour du plagiat, d'appeler ça plagiat, alors que le plagiat, c'est quand on retranscrit textuellement quelque chose. Mais vous estimez que peut-être le corps, l'essence même de votre idée a pu être en tout cas, a pu être sujet à inspiration, et que cette inspiration a été reformulée, en tout cas a permis de reformuler autrement votre idée. Le plagiat, ce n'est pas seulement copier-coller le travail de quelqu'un d'autre. La traduction et la paraphrase de textes ou l'utilisation de synonymes sont considérés comme étant du plagiat tout autant que la reprise d'une théorie existante avec vos propres mots sans mentionner la source et l'auteur. Autrement dit, utiliser l'idée de quelqu'un d'autre sans mentionner dûment la personne propriétaire de l'idée, c'est du plagiat. Quand j'ai déposé une plainte deux fois auprès du procureur, parce que j'ai confondu, donc ils m'ont rejeté à plusieurs fois que ma plainte n'est pas recevable parce qu'il n'y a pas assez d'arguments de plagiat. Et c'est par la suite que j'ai essayé de voir, j'ai dit, ah ouais, c'est pas plagiat textuellement qui m'a plagié. Et là, il me semble que l'idée a été inspirée et réécrite. C'est comme ça que j'ai dit, ah, c'est pas plagiat. En tout cas, pour vous, votre œuvre a été potentiellement, possiblement, et c'est ça qu'il faudrait analyser, décrypter, étudier, enquêter dessus, a été possiblement une source d'inspiration. Voilà. Et que les choses sont reformulées et qu'on voit que, comme vous l'avez dit tout au début, dans l'agencement, le squelette, eh ben, certaines petites idées ont été reprises, ont été retravaillées. On retrouve peut-être le même ordre des choses, mais qu'effectivement la mise en chair est différente, donc l'esthétique est différente. Voilà, c'est dans la forme qu'on peut sentir des modifications et que vous aimeriez que lumière soit faite là-dessus parce que vous avez une intime impression, une intime presque conviction que votre œuvre a été la source d'inspiration de cette œuvre et celle d'un auteur aujourd'hui à succès et qu'il faudrait que justice soit faite. Que justice soit faite. Tout à fait, parce qu'il y a une coïncidence totale. Oui. J'ai été rejeté par Flammarion et Flammarion a publié ce roman-là. D'accord. Et on peut imaginer que quand on rejette votre œuvre, c'est que l'idée n'est pas accrocheuse, qu'elle n'est pas vendeuse, etc. Et que bizarrement, soit vous avez une très sale écriture, mais en tout cas, ça démontre qu'en tout cas, vous aviez eu une bonne intuition. Une bonne idée. Une bonne idée, une bonne intuition, puisqu'elle a été publiée autrement. Donc voilà, ce sera aux gens d'en juger, mais je pense que là, on a été suffisamment clair là-dessus. Et nous, on le répète, en tant que brigade anti-négrophobie, ce qui nous a, en tout cas le fil conducteur qu'on voit, parce qu'on n'est pas de ceux qui personnalisons le racisme et notamment la négrophobie, mais que le lien commun qu'on voit, c'est que des termes comme ça qui semblent totalement neutres, comme nègre littéraire, etc., renvoient à quelque chose de profondément hiérarchisant, qui place le blanc finalement en haut, comme c'était dans le cadre du système esclavagiste, et le noir tout en bas. Donc le noir ne peut pas être producteur d'idées. S'il est producteur, on le voyait avec les inventeurs noirs aux États-Unis, comme ils n'avaient pas le droit en tant qu'esclaves de déposer le brevet, c'est des blancs qui posaient le brevet à leur place et c'est eux qui ont eu toute la gloire et le mérite des inventions et tout ce qui s'ensuit. Donc en cela, de manière indirecte, après lecture entre les lignes, il peut y avoir effectivement une forme de négrophobie si c'était prouvé, mais au-delà de cela, d'un point de vue strictement judiciaire, au moins peut-être tromperie ou quelque chose
on va dire, malhonnête. Mhm. Voilà, on peut s'inspirer d'une idée, mais peut-être qu'on doit citer la personne dont on s'est inspiré de l'idée. Donc là maintenant, l'idée c'est juste de savoir, espérer que, comment dire, le monde du judiciaire, le monde médiatique soit suffisamment intéressé par les inquiétudes, les questionnements d'un écrivain noir pour savoir si effectivement ce que vous exposez est avéré ou pas. Et au-delà de pointer la maison d'édition Flammarion et tout ce qui s'ensuit, voire Michel Houellebecq lui-même, au-delà de cela, il faut pointer quand même un étrange silence médiatique, un étrange silence judiciaire autour de cette question, parce que jusqu'à maintenant, vous avez été bien seul à ruminer cette conviction, cette impression. Exactement, j'étais seul. Personne ne vous aide Personne. À mettre la lumière sur cette affaire, ne serait-ce que vous dire, monsieur, vous avez tort, monsieur, vous avez raison, etc. Et là, c'est quand même ce silence médiatique, il est aussi inquiétant et interrogeant que toutes les coïncidences, et il y en a de nombreuses que vous avez relevées, parce qu'à ce moment-là, ça peut ressembler, et je dis bien ça peut, je le mets avec tous les conditionnels et les guillemets qui soient, à un silence coupable. Un silence qui maintient un système tout à fait tel qu'il est, avec ses inégalités, avec, comment dire, on peut se rappeler de cette histoire du jour de la libération où De Gaulle décide officiellement de blanchir la photo de la libération. Et si effectivement, M. Houellebecq s'est inspiré de votre idée et qu'il ne l'a pas dit, c'est que quelque part votre histoire a été blanchie et qu'un blanc, encore une fois, en retire tout le mérite. Exactement. Je sais une seule chose que je sais, monsieur, l'idée un président musulman, c'est un noir qui l'a inventé. C'est moi. Très bien. C'est tout. Donc on verra et on va voir si les gens sont suffisamment intéressés par les inquiétudes d'un écrivain noir qui estime que ce qui revient à César revient à César. Mais si on le traduit dans notre langage, on pourrait dire ce qui revient à Cheikh Anta Diop, par exemple, doit revenir à Cheikh Anta Diop. Ok. Voilà, très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.